Tu n'es pas la bienvenue ici. Mais c'est ma maison, je l'ai construite avec mon argent. Tu ne peux pas habiter ici. Mais maman, qu'est-ce qui se passe? Je me suis sacrifiée pour nous. Et nous t'en sommes reconnaissants, mais ta place n'est pas ici. Mais chaque centime que je travaillais, j'envoyais au pays pour construire cette maison, ma maison. Non, c'est la maison de ton frère maintenant, débrouille-toi. Amara avait 22 ans le jour où elle a quitté Bamako. C'était un mardi de saison sèche, l'harmattan soufflait sa poussière rouge sur la ville et sa mère Fatoumata refusait de la regarder en face. Dans la cour familiale, les femmes pilaient le mil en silence. Personne ne célébrait ce départ. « Tu vas nous abandonner », avait murmuré sa mère la veille, assise sur sa natte tressée, comptant les coris qu'elle gardait dans une vieille boîte de lait Nestlé. « Qui va m'aider au marché? Qui va s'occuper de ton petit frère Moussa ?» Mais Amara avait vu trop de choses. Elle avait vu sa mère vendre des arachides grillés sous le soleil assassin pour gagner 1500 francs CFA par jour, à peine 2 $. Elle avait vu leur maison en banco se fissurer à chaque saison des pluies, l'eau s'infiltrant par le toit de tôle rouillé, transformant leur unique pièce en mare boueuse. Elle avait vu Moussa, 13 ans, quitter l'école pour vendre des sachets d'eau glacée au feu rouge, ses pieds nus brûlant sur l'asphalte surchauffé. Le visa était venu après 3 ans d'attente et 15 tentatives à l'ambassade américaine. 15 fois à payer 160 $ de frais non remboursables, l'équivalent de 3 mois de revenus pour sa mère. 15 fois à subir le regard condescendant des agents consulaires qui décidaient de son avenir en 3 minutes chrono. « Pourquoi voulez-vous aller en Amérique ? Pour étudier, monsieur. Qu'est-ce qui nous garantit que vous reviendrez ? Ma famille, monsieur. Tout ce que j'ai est ici. » Mensonges et vérité entremêlées. Elle voulait partir pour sauver ce qui restait de sa famille. New York l'a accueillie avec un froid qu'elle n'avait jamais connu. Février, moins 10 degrés. Elle portait encore sa robe en wax et ses sandales de Bamako. À l'aéroport JFK, elle a pleuré. Pas de joie, mais de terreur absolue. Sa tante, Kadiatou, installée dans le Bronx depuis 15 ans, l'a hébergée dans un appartement de 2 pièces qu'elle partageait avec 7 autres Maliens. Amara dormait sur un matelas dans le salon, entre 2 hommes qui travaillaient de nuit et rentraient à l'aube, sentant la friture et la fatigue. « Ici, c'est pas comme dans les films », l'avait prévenu Kadiatou dès le premier soir, en lui servant du riz gras réchauffé. « Tu travailles ou tu meurs, il n'y a pas de milieu. » Les premiers mois, Amara a fait la manche, littéralement. Elle se tenait à l'entrée du métro avec un gobelet, honteuse, priant pour ne croiser aucun Africain qui pourrait la reconnaître. Elle gagnait 20, parfois 30 $ par jour, pas assez pour survivre, encore moins pour envoyer de l'argent. Puis, elle a trouvé son premier emploi, aide-soignante non déclarée dans une maison de retraite de Queens. 12 $ de l'heure, 70 heures par semaine, aucune assurance maladie. Elle changeait les couches de vieilles américaines blanches qui ne connaissaient même pas son nom, qui l'appelaient Sweetheart ou Honey quand elles étaient gentilles, You People quand elles ne l'étaient pas. Madame Goldstein, 87 ans, Alzheimer avancé, lui crachait dessus régulièrement. « Retourne dans ta jungle !» hurlait-elle, les yeux vipreux. Amara essuyait le crachat, souriait, continuait. Elle pensait aux 1500 francs CFA de sa mère. Ici, en une journée, elle gagnait ce que Fatoumata gagnait en un mois. Chaque dimanche, sans faute, elle allait au MoneyGram de Fordham Road. File d'attente interminable d'Africains, de Caribéens, d'Asiatiques, tous avec le même regard fatigué, tenant leurs enveloppes de billets froissés. Elle envoyait 400 $ par mois. Sur les 3000 qu'elle gagnait, elle en gardait 800 pour survivre, donnait 1800 à sa tante pour le loyer et les charges. Au téléphone, chaque semaine, sa mère pleurait de gratitude. « Que Dieu te bénisse, ma fille, on a commencé les fondations de la maison. Le maçon dit que d'ici 2 ans, elle sera finie. Une vraie maison en dur, Amara, avec des chambres pour tout le monde. Tu verras, quand tu rentreras, tu seras fière. » Amara n'a pas compté les humiliations. Elle ne pouvait pas se le permettre. Elle a travaillé comme femme de ménage dans des hôtels de Manhattan, à genoux dans les toilettes de gens riches qui laissaient des pourboires de 2 $ sur des factures de 1000. Elle a travaillé dans des restaurants chinois de Chinatown, debout 15 heures affilées à éplucher des crevettes jusqu'à ce que ses mains saignent. Elle a fait du babysitting pour des couples de Brooklyn qui sortaient au restaurant pendant qu'elle donnait le biberon à leurs enfants. Des enfants qui mangeaient du bio pendant que ses propres repas se résumaient à du riz et des sardines en boîte.
Lui avait proposé de la raccompagner après son service de nuit. Dans sa voiture, garée derrière un entrepôt désaffecté du Bronx, il a verrouillé les portes. Elle n'a jamais porté plainte. Qui allait la croire? Une sans-papier, car son visa avait expiré depuis longtemps, contre un homme qui avait des papiers, un travail stable? Elle n'en a jamais parlé à personne, surtout pas à sa mère. Au téléphone, Fatoumata racontait les progrès de la construction. Les murs montent, ma fille. Le quartier entier parle de notre maison. 2 étages, carrelage italien. Ton frère Moussa a même trouvé une femme, une fille bien, d'une bonne famille. Ils vont se marier l'année prochaine. Amara souriait dans sa chambre placard du Bronx, assise sur son matelas défoncé, regardant les cafards courir le long du mur. C'est bien, maman. Dis à Moussa que je suis fière de lui. Elle a augmenté ses envois. $500 par mois. Puis 600 pour le mariage de Moussa, pour meubler la maison, pour acheter un générateur parce que l'électricité ne venait que 3 heures par jour dans leur quartier. Les années ont passé. 5, 7, 10. Amara a vieilli de 20 ans en 10 années. Ses mains étaient devenues cailleuses, son dos chroniquement douloureux. Elle avait développé de l'hypertension à force de stress et de mauvaise alimentation. Ses cheveux commençaient à grisonner. Elle avait 32 ans, mais en paraissait 45. Elle n'avait pas eu de relation amoureuse. Pas le temps, pas l'énergie, pas l'envie. Quelques hommes avaient essayé, des Maliens surtout, qui voyaient en elle une femme sérieuse, qui envoyait de l'argent au pays, mais elle les repoussait. Elle n'était pas venue en Amérique pour refaire sa vie, elle était venue pour sauver celle qu'elle avait laissée. En 2019, la maison était terminée. Fatoumata avait envoyé des photos par WhatsApp. Majestueuse, 2 étages, balcon en fer forgé, carrelage blanc immaculé, salon avec canapé en cuir, cuisine moderne avec réfrigérateur et cuisinière à gaz. Dans leur quartier de Bamako, c'était un palais. « Tout ça grâce à toi, ma fille », écrivait Fatoumata. « Quand est-ce que tu rentres enfin? Ta chambre t'attend. » Amara a pleuré cette nuit-là, des larmes de soulagement, d'épuisement, de victoire. Elle avait réussi. Malgré tout, la faim, le froid, l'exploitation, le viol, la solitude, elle avait réussi. Elle a commencé à planifier son retour. Elle avait économisé $15 000, cachés dans une vieille valise sous son lit. Assez pour rentrer dignement, acheter un petit commerce à Bamako, vivre tranquillement. Elle avait 42 ans, il était temps de rentrer à la maison. Le vol était réservé pour janvier 2020. L'aéroport de Bamako, c'est nous. Chaleur moite de saison sèche. Odeur familière de latérite rouge et de feu de bois. Amara est descendue de l'avion avec 2 valises pleines de cadeaux. Vêtements américains, téléphone, jouets pour les enfants de Moussa. Sa mère n'était pas venue la chercher. « Problème de transport », avait-elle dit au téléphone. « Prends un taxi, on t'attend à la maison. » Le taxi a traversé Bamako. La ville avait changé, grandi, s'était étendue comme une tache d'huile. Mais la pauvreté était toujours là. Enfants pieds nus vendant des mangues au feu rouge, femmes portant des bassines sur la tête, ordures s'entassant au coin de rue. Le chauffeur l'a déposée devant la maison, sa maison, celle qu'elle avait construite dollar par dollar, humiliation par humiliation. Elle était encore plus belle que sur les photos. Portail en fer forgé, jardin avec des fleurs, peinture extérieure rose saumon. Elle a sonné. Un long moment de silence. Puis, Moussa est apparu. 33 ans maintenant, bien habillé, bedonnant, air prospère. Derrière lui, sa femme Aïssata et leurs 4 enfants. « Amara » a-t-il dit froidement. Pas de sourire, pas d'accolade. « Moussa, mon frère !» Elle a essayé de l'embrasser. Il s'est reculé. « Qu'est-ce que tu fais là ?» La question l'a frappé comme une gifle. « Comment ça ? Je rentre à la maison ? Maman le sait, on s'est parlé hier. » Fatoumata est apparue derrière Moussa. 68 ans, dos courbé, visage fermé. Elle ne souriait pas non plus. « Maman !» La voix d'Amara tremblait. « C'est moi, je suis rentrée. » « Tu ne peux pas rester ici. » Le monde s'est arrêté. Le bruit de la rue, mobylettes, vendeurs ambulants, enfants jouant, s'est estompé. Il n'y avait plus que cette phrase, suspendue dans l'air chaud. « Pardon ?» Moussa a croisé les bras. « Cette maison est à nous maintenant. À moi, ma femme et nos enfants. Maman habite avec nous. Il n'y a pas de place pour toi. » Amara a regardé sa mère, cherchant dans ses yeux un démenti, une plaisanterie cruelle. Mais Fatoumata a détourné le regard.
Mais c'est moi qui ai tout payé. Chaque brique, chaque sac de ciment. Pendant 10 ans, j'ai... Tu as envoyé de l'argent, oui, l'a coupé Moussa. Et on t'en est reconnaissant. Mais c'est moi qui ai tout géré ici. C'est moi qui ai supervisé les travaux, qui ai payé les ouvriers, qui a choisi les finitions. C'est ma maison. Le titre de propriété est à mon nom. Le sol s'est dérobé sous les pieds d'Amara. À ton nom? Mais comment? Tu n'étais pas là, a dit Fatoumata doucement, toujours sans la regarder. Il fallait bien quelqu'un pour gérer. Moussa est un homme, il a une famille, c'est lui le chef de famille maintenant. Et moi, je suis quoi, moi? Tu es une femme seule, a répondu Aïssata, la belle-sœur, avec un sourire mauvais. Sans mari, sans enfant, qu'est-ce que tu vas faire de toute cette maison? C'est nous qui en avons besoin, nous avons 4 enfants à élever. Amara sentait ses jambes faiblir. Maman, dis-leur que c'est mon argent, que pendant 10 ans j'ai vécu comme un chien en Amérique pour que vous ayez ça. Fatoumata a finalement levé les yeux. Ils étaient durs, calculateurs. Tu as choisi de partir, tu as choisi l'Amérique, tu nous as abandonnés. Maintenant, tu dois assumer. Je vous ai envoyé de l'argent chaque mois, j'ai travaillé comme une esclave, j'ai été... Le silence était assourdissant. Les voisins commençaient à sortir dans la rue, attirés par les cris. Moussa a baissé la voix. Dangereux. Ne fais pas de scandale, tu vas nous faire honte devant tout le quartier. Vous faire honte? Vous faire honte? Amara hurlait maintenant, des années de douleur explosant comme un abcès. J'ai tout donné, tout, et vous me jetez comme un chien. On ne te jette pas, a dit Fatoumata calmement. Tu peux louer une chambre en ville. Avec l'argent que tu as économisé en Amérique, tu peux vivre tranquillement. Mais ici, c'est la maison de Moussa. C'est la maison de la famille, une vraie famille, pas une vieille fille qui rentre après 10 ans. Le mot vieille fille l'a transpercé. Dans la société malienne, une femme de 42 ans sans mari, sans enfant, était une ratée. Peu importe qu'elle ait construit une maison, peu importe qu'elle ait sacrifié sa jeunesse, sa santé, sa dignité. Les papiers, les relevés de bancaire, j'ai tout gardé, je peux prouver que c'est mon argent. Moussa a ri, un rire froid, méprisant. Vas-y, va au tribunal, porte plainte, contre ta propre mère, contre ton propre frère. Tu sais ce que le quartier dira? Que tu es une ingrate, une femme sans cœur qui attaque sa famille. Bonne chance pour trouver à te loger après ça. Bonne chance pour faire du commerce. Personne ne voudra traiter avec toi. Il avait raison. Amara le savait. Dans la société malienne, la loyauté familiale primait sur tout. Un enfant qui traînait ses parents en justice était maudit, excommuniqué socialement. Aïssata a ajouté, avec une fausse douceur, « Et puis franchement, tu t'attendais à quoi? Que tu rentres comme une reine et qu'on te donne tout? Tu n'es même pas été là pour l'enterrement de père, tu n'es même pas été là pour le baptême de nos enfants, tu n'étais pas là. L'argent ne remplace pas la présence. » Amara est restée plantée devant le portail de sa maison pendant 1 heure. Les voisins regardaient, chuchotaient. Certains avec pitié, d'autres avec satisfaction. Rien ne réjouit plus les gens que la chute de ceux qui ont réussi. Finalement, une vieille voisine, tante Aminata, est venue la chercher. « Viens, ma fille, tu ne peux pas rester là. Viens chez moi pour ce soir. » Dans la petite case d'Aminata, Amara s'est effondrée. Elle a pleuré toute la nuit. Des sanglots profonds, gutturaux, qui venaient du ventre. 10 ans de larmes retenues, d'humiliations avalées, de douleurs refoulées. Aminata lui a préparé du thé sucré, s'est assise à côté d'elle sur la natte. « Je suis désolée, ma fille, mais tu sais comment ça se passe ici. Un homme, même bon à rien, vaut plus qu'une femme qui a réussi. Ton frère n'a jamais rien fait de sa vie, mais il a un et des enfants. Ça suffit pour qu'on lui donne tout. » « Mais, maman, sanglotait Amara, comment ma propre mère peut me faire ça? » Aminata a soupiré. « Ta mère est vieille, elle a peur de mourir seule. Moussa et sa femme lui ont promis de s'occuper d'elle. Toi, tu es parti. Dans sa tête, tu l'as abandonnée, même si c'était pour la sauver. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Reconstruire. Ailleurs, pas ici. Ce quartier est pourri. Tout le monde sait ce qui s'est passé. Demain, ils diront que tu l'as mérité, que tu aurais dû te marier au lieu de courir derrière l'argent. » Amara a passé 3 semaines chez Aminata. Elle n'osait pas sortir. La honte l'étouffait. Elle entendait les commérages, dans les marchés, devant les boutiques, partout. « Tu as vu Amara, la fille de Fatoumata? Elle croyait qu'avec son argent d'Amérique, elle allait commander chez sa famille. Eh bien, sa mère l'a remise à sa place. »
C'est ce qui arrive quand une femme se prend pour un homme. Elle construit une maison, et alors, elle n'a même pas de mari pour la défendre. J'ai entendu dire qu'elle s'est prostituée en Amérique. Comment sinon une femme seule gagne autant d'argent? Chaque mot était un coup de poignard. Un matin, elle a croisé sa mère au marché. Fatoumata vendait ses arachides comme avant, installée sous un parasol déchiré. Leurs regards se sont croisés. Amara a attendu un signe, un geste, une parole de regret. Fatoumata a détourné les yeux et a continué à servir ses clients. C'est Aminata qui lui a révélé la vérité complète, un soir, après des semaines d'hésitation. Il faut que tu saches quelque chose, Amara. Ta mère, elle a toujours voulu cette maison pour Moussa, depuis le début. Comment ça? Quand tu envoyais l'argent, elle disait aux voisines « Ma fille travaille dur pour que son frère ait une belle maison. » Elle n'a jamais dit que c'était pour toi. Jamais. Le choc était tel qu'Amara ne pouvait plus respirer. Et ce n'est pas tout, a continué Aminata, les yeux baissés. L'argent que tu envoyais, elle n'utilisait pas tout pour la construction. Une partie allait aux dépenses courantes, oui, mais une autre partie, elle la prêtait avec intérêt à des femmes du quartier. Ton argent, elle le faisait fructifier pour Moussa et ses enfants. Non. Si, j'ai vu les cahiers, elle tenait des comptes. Elle a construit un petit empire financier avec ton argent. Des prêts, des rotations de tontines, des investissements dans des commerces. Moussa ne travaille même plus vraiment. Il vit des revenus que génère ton argent. Amara s'est levée, chancelante. Elle est allée vomir dans la cour. Tout était une illusion. Sa mère ne l'avait jamais aimée. Elle l'avait utilisée comme une vache à lait, une poule aux œufs d'or. Pendant 10 ans, elle avait entretenu le rêve du retour pour qu'Amara continue d'envoyer. Ta chambre t'attend. Mensonge. Il n'y avait jamais eu de chambre pour elle. Amara a tenté de reconstruire. Avec ses 15 000 $ d'économie, elle a loué une petite boutique dans un autre quartier de Bamako. Elle vendait des produits cosmétiques importés d'Amérique. Mais les affaires ne marchaient pas. Les gens préféraient acheter chez des commerçants établis, avec des familles connues. Elle était l'étrangère, celle qui rentrait d'Amérique avec des airs supérieurs. C'est ce qu'on disait d'elle. Elle a essayé de se faire des amis, mais les femmes de son âge étaient toutes mariées, avec des enfants. Elle la regardait avec pitié ou mépris. Les hommes qui l'approchaient voulaient son argent, rien d'autre. Un jour, elle a revu Moussa au marché. Il conduisait une voiture neuve, une Toyota Corolla, achetée avec son argent, évidemment. Il l'a regardée, assise devant sa petite boutique, et a détourné les yeux, comme si elle n'existait pas. L'hypertension s'est aggravée, les migraines étaient quotidiennes. Amara ne dormait plus. La nuit, elle revoyait tout. Les toilettes qu'elle nettoyait à New York, les vieilles femmes qu'elle lavait, la climatisation. Pour rien. Elle avait 44 ans. Pas de famille, pas de maison, pas d'avenir. Ses 15 000 $ fondaient lentement. Loyer, nourriture, médicaments. Un soir, elle est retournée devant la maison. Elle s'est tenue de l'autre côté de la rue, cachée dans l'ombre d'un manguier. Elle a regardé par les fenêtres éclairées. Elle a vu Moussa, Aïssata et les enfants dîner ensemble autour d'une grande table. Elle a vu sa mère, installée dans un fauteuil, regardant la télévision. Une scène de famille parfaite. Dans sa maison, construite avec son sang. Elle est rentrée chez elle ce soir-là et a écrit une lettre. Une longue lettre détaillant tout. Les années de sacrifice, l'argent envoyé, les relevés bancaires, la trahison. Elle l'a postée aux journaux locaux, à des associations de défense des droits des femmes, à des ONG. Rien. Pas de réponse. Ou pire, des réponses polies expliquant que c'est une affaire familiale privée et que la justice malienne favorise la médiation familiale. Médiation. Avec des gens qui vous ont volé votre vie. Aujourd'hui, en 2026, Amara a 46 ans. Elle vit dans une chambre louée dans un quartier populaire de Bamako. Elle donne des cours de conversation en anglais à des étudiants pour survivre. Elle gagne 50 000 francs CFA par mois, environ 80 $, moins que ce qu'elle gagnait en une journée à New York. Sa mère est morte l'année dernière. Amara n'est pas allée à l'enterrement. Moussa ne l'a pas invitée, de toute façon. Elle a appris la nouvelle par une connaissance. La maison est toujours là, dans sa splendeur. Moussa y vit avec ses 6 enfants maintenant.
Parfois, quand Amara passe devant en taxi, elle regarde les murs roses, les balcons en fer forgé, le portail qu'elle a financé. Elle ne ressent plus de colère, juste un vide immense. Des milliers de femmes africaines vivent la même histoire. Elles partent, vers l'Europe, vers le Golfe, vers l'Amérique. Elles envoient, elles construisent, elles rêvent du retour triomphant. Et quand elles rentrent, elles découvrent que leur sacrifice a enrichi tout le monde sauf elles. Que les maisons qu'elles ont bâties abritent les familles de leurs frères, que l'argent qu'elles ont envoyé a permis à d'autres de vivre confortablement pendant qu'elles agonisaient dans des pays étrangers. Parce que dans beaucoup de sociétés africaines, une femme qui réussit dérange, une femme sans mari ne compte pas, une femme qui part est une traîtresse, et une femme qui revient réclamer ce qui lui revient est une ingrate. Amara a perdu 10 ans de sa vie, sa santé, sa dignité et son rêve. Elle a tout donné. Et l'Afrique, sa propre famille, ne lui a rien laissé en retour. Sauf la leçon la plus cruelle, le sacrifice ne garantit jamais la reconnaissance. L'amour familial a souvent un prix, et ce prix, ce sont toujours les femmes qui le paient. Si cette histoire vous a plu, lâchez un pouce bleu. Si vous aimez ce type de contenu, abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos publications. Dites-nous dans les commentaires de quel pays vous nous suivez.